Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour ce Bonjour à nouveau tous. webinaire. Donc, nous allons dans un premier temps faire quelques petits tests techniques, on va dire. Si vous pouviez nous confirmer via le chat que vous voyez à l'écran et que vous nous entendez bien, s'il vous plaît. Une fois qu'on aura fait ces quelques petites vérifications, on va pouvoir démarrer ensemble ce nouveau webinaire. On voit également bien la présentation qui s'affiche à l'écran. Alors j'ai déjà un retour, du coup, de retour même, donc C'est parfait, ok. c'est Très bon. bien. Donc, C'est très bien. merci beaucoup à vous deux pour vos retours. Très bien. Donc, pour ce dernier webinaire de l'année 2020, donc nous avons choisi le sujet des ransomware, qui est toujours un sujet d'actualité, malheureusement. Donc, nous ferons un état des lieux et nous verrons ensemble quels sont les différents moyens de protection qui sont possibles. Donc, une précision au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, on y répondra au fur et à mesure. On reviendra ensuite vers la fin pour reprendre un petit peu tous les éléments. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à nous faire des remarques si vous avez des remarques à nous apporter. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, donc on va déjà quand même se présenter. Je vais laisser Loïc dans un premier temps se présenter. Donc, Loïc Limes, je suis chargé de communication chez Kiwi Backup et notamment organisateur et présentateur des webinaires, dont celui que vous allez voir aujourd'hui. Et donc, moi-même, Stéphanie Meyer, donc directrice commerciale chez Kiwi Backup. Et pour précision, donc Kiwi Backup est éditeur de solutions de sauvegarde de données classiques, enfin dites classiques, TPE, PME, secteur tertiaire, et également données de santé. Voilà. Donc nous existons depuis un peu plus de 17 ans. Voilà. Merci pour les nouvelles confirmations et bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc dans un premier temps, ce que je propose, c'est d'étudier ensemble le sommaire. Donc nous allons d'abord faire un état actuel de la menace, donc bien sûr avec une recrudescence des ransomware pour cette année. Ensuite, quels sont les différents types de ransomware et leurs moyens d'attaque? Comment se protéger en amont? On verra deux principaux éléments, la partie, le facteur humain, et puis également comment protéger le parc informatique. Comment réagir lors d'une attaque? Et ensuite, on fera un focus sur la partie sauvegarde de données, qui est quand même c'est une assurance vie en cas de ransomware ou en cas de tout ce qui est perte de données, de manière globale. Donc, je vais prendre la main sur la présentation pour parler notamment de tout ce qui est la partie ransomware. Pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui? On avait déjà réalisé un ancien webinaire en 2018. Cependant, en 2 ans, les attaques ont considérablement augmenté. Ça va, on va voir après dans les chiffres, mais c'est des plus 100%, voire même 150% sur certains mois de l'année. C'est également plus de types de ransomware, d'autres méthodes qui sont plus élaborées par les hackers et d'autres moyens également donc, de se protéger et d'autres actions à faire, notamment depuis le RGPD qui a été mis en place le 25 mai 2018. Pour commencer, j'ai un sondage à vous faire parvenir qui va se lancer actuellement pour savoir donc, si vous ou un de vos clients a déjà été donc, victime d'un ransomware. À noter que le sondage est anonyme. N'hésitez pas à y répondre. Je vais attendre quelques petites secondes pour voir ça. Et puis après, je vais vous les préciser dans le chat. Plus d'informations, voilà, n'hésitez pas. On est à même de vos retours. Je vais encore attendre un petit peu. Là, donc, du coup, là, M. Paul qui me dit que c'est un ransomware d'un client.
Alors, j'ai 91 votants. Donc, je vais fermer le sondage et vous le partager. Pour partager les résultats, on voit quand même, du coup, c'est assez flagrant. On a un oui à 80% et seulement donc, 20% de non. Ça veut dire que ça arrive à beaucoup de monde, que ça soit, on le verra plus tard, des grandes multinationales, des grands groupes qui sont très médiatisés, mais ça peut aussi arriver à, à des entreprises donc, plus petites, telles que des PME, des TPE, des artisans, etc. Malheureusement, aujourd'hui, comme on a assisté à, la dernière fois à un précédent webinaire qui était aussi un peu sur ce sujet, et puis la question c'était pas de savoir si un jour on allait confronter à ce genre de problème, mais savoir quand. C'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri. En effet. Donc, je vais commencer par évoquer quelques attaques qu'il y a eu au mois d'octobre. Alors, j'ai pas fait ça pour le mois de novembre, vu qu'on est vraiment tout pile en décembre. La première, et c'était une des plus médiatisées, c'est Soprasteria, qui a été victime d'une ransomware. Il y a une info aujourd'hui qui est tombée. La perte de marge liée au ransomware est estimée entre 40 et 50 millions d'euros, qui n'est pas négligeable du tout. Par chance, Soprasteria avait une assurance qui a pu du coup dédommager, et on est au final sur une perte entre 10 et 20 millions d'euros sur cette attaque. On a après donc, une autre attaque qui a été importante, c'est l'attaque à Düsseldorf, où c'était juste une mise à jour qui n'a pas été réalisée et qui a bloqué le système pendant plusieurs jours, alors qu'une mise à jour, bah, ça se fait très, très facilement, en l'occurrence pour celle-ci. On a un autre exemple, ça c'est cette fois-ci donc en France, avec Leclerc. Et après, encore deux que je vous mets ici, notamment le géant allemand de software et un fabricant d'ordinateurs portables, pour parler plus du monde high-tech. Je vais aussi préciser d'autres cyberattaques marquantes sur l'année. Je pense notamment à Bouygues Telecom, qui a été attaqué, à L'Oréal, Elior, au groupe MMA également, également au groupe Cobea qui regroupe la MAF, GMF, par exemple. Peugeot a aussi été attaqué. Et il y a une attaque qui est tristement célèbre, c'est dans un hôpital en Allemagne où l'hôpital a été touché par un ransomware qui a bloqué l'arrivée de nouveaux patients. Et malheureusement, il y a une patiente qui devait se rendre en urgence dans cet hôpital-là. Elle n'a pas pu aller dans l'hôpital en question, elle a dû aller dans un autre hôpital. Sauf qu'avec le trajet et la perte de temps, cette personne est malheureusement décédée. Sachant que le décès et ça a été officialisé, est considéré comme un décès qui est lié justement à cette attaque de ransomware. Donc les hackers sont responsables. Au niveau également rapidement des attaques, il y en a beaucoup des attaques donc, sur les PME. Malheureusement, elles ne sont pas diffusées. Il y a aussi beaucoup d'attaques sur les hôpitaux et les collectivités. On a vu lors du premier confinement une attaque au niveau de la région de Marseille qui a engendré le fait que les chiffres sur le nombre de réanimations, d'hospitalisation et de décès n'ont pas pu être remontés, ce qui a causé pas mal de torts sur notamment la gestion du confinement et du Covid, mais également donc, les collectivités où il y a notamment 30% des villes et des régions qui affirment déjà avoir été touchées par une cyberattaque et notamment des ransomware. Et la raison que les personnes évoquent, c'est notamment par manque d'effectifs, notamment donc, des effectifs sur la partie IT. Donc on vous partagera également, lorsque l'on vous fera parvenir le replay, un article intéressant, justement, qui est une étude du Clusif, qui est menée auprès de 200 collectivités au cours du premier trimestre 2020, justement. Et donc, justement, ce sont les chiffres dont Loïc vient de parler.
Donc c'est un élément qui est important et surtout ça met également en avant un guide qui a été édité par l'ANSSI et également par l'AMF, donc l'Association des maires de France, pour susciter la prise de conscience des élus et des services des collectivités sur les risques numériques et donc donner quelques informations. Donc on vous le partagera lors du replay. Ouais. Et après, pour finir sur cette slide-là et puis sur les attaques, on note aussi que les hôpitaux, selon l'émission d'une matinale d'Europe 1, qui subissent donc, une cyberattaque tous les 3 jours. Voilà. Pour information. Au niveau maintenant donc, de quelques statistiques sur les cyberattaques, on note donc au troisième trimestre 2020 une hausse de 50% dans le monde des cyberattaques. Notamment, le pays le plus touché, c'est les États-Unis, avec une hausse de 100%. Ça se voit notamment en Amérique, où on a des hausses de plus 97%, plus 87%, etc. C'est vraiment là-bas que la hausse se fait majoritairement. Cependant, la France est aussi touchée, avec une hausse de plus de 37%. Non négligeable, sachant que les ransomware étaient déjà très présents avant. On note après que les secteurs les plus touchés, c'est d'une part la communication, mais après il y a aussi l'industrie, puis tout ce qui est collectivité et médical, ce qu'on disait avant avec le nombre d'attaques. Et enfin, sur l'ANSSI, qui ont communiqué des chiffres début septembre, ils disaient avoir traité 2 fois plus de dossiers concernant des attaques de ransomware en 2020, sachant ce que je dis plusieurs fois, c'est que tout le monde ne note pas et ne dit pas à l'ANSSI qu'ils ont été victimes d'une cyberattaque. Donc ce chiffre-là est malheureusement, je pense, beaucoup plus important. Autre statistique, c'est notamment sur le temps moyen pour voir une intrusion et sa détection, c'est 167 jours. Entre 167 jours, des hackers ils peuvent facilement profiter pour s'installer dans le système, dans le réseau, voler les données. Ils ont totalement le temps de pouvoir fouiller, de pouvoir puner, et après on retrouve les données sur le darknet ou le dark web. Et il faut aussi savoir que le retour à la normale, ça demande du temps et le déploiement d'une équipe en plus, donc forcément de l'argent à investir pour déjà remettre tout en ordre, mais également après, c'est derrière une perte d'argent, vu qu'il y a une baisse d'activité, le temps de tout remettre, et ça peut aussi être des conséquences sur l'image de marque de l'entreprise. Je pense notamment à Soprasteria qui a été très médiatisé. Ça ne donne pas forcément confiance aux clients, ni derrière aux actionnaires et aux partenaires, fournisseurs, etc. On va maintenant passer à quelques types de ransomware et quelques moyens d'attaque. On a notamment 2 types d'attaques qui sont privilégiées. La première, c'est les attaques par phishing, et les deuxièmes, c'est des attaques liées à des failles de sécurité. Donc le phishing, c'est l'attaque la plus courante, et c'est très simple. Il y a un hacker qui envoie un email à une personne de l'entreprise ou de façon personnelle. La personne, elle va voir le mail. Dans le mail, le hacker va se faire passer pour une entreprise, par exemple les impôts, OVH, la CAF, ou la FNAC ou autre. La personne donc, qui reçoit le mail se dit oui, c'est un mail totalement sûr et je vais cliquer sur le lien. Il va peut-être entrer son mot de passe ou ses coordonnées bancaires, etc. Et derrière, vous avez donc le hacker qui a déclenché un ransomware qui va crypter l'ensemble des données du poste. Et donc, si la personne veut retrouver ces données et avoir la clé de déchiffrement, elle doit payer, souvent par Bitcoin, pour que ça ne soit pas traçable, une rançon.
L'intention, ça dépend donc des personnes. Ça peut aller de 100 € jusqu'à plusieurs millions. Il y a notamment dans des universités aux États-Unis où on chiffre ça à des dizaines de millions d'euros au niveau de la rançon. Au niveau des types de phishing, il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le phishing de base qu'on connaît tous, qui s'appelle le phishing trompeur. Donc, c'est par exemple le faux mail de vos impôts ou le faux mail de la FNAC, GVH que j'ai précisé avant. Après, on a derrière le spear phishing. Alors, le spear phishing, c'est un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'ils vont personnaliser le mail en trouvant des informations confidentielles sur la personne ou sur l'entreprise, notamment sur des bases de données ou autres. Je pense notamment à un exemple de spear phishing. Ça peut être la personne a piraté la base de données d'une, je sais pas, d'un abonnement à CRM par exemple, et elle va envoyer un message personnalisé à toutes les personnes dont l'abonnement au CRM se finit à la fin du mois de décembre. Et donc forcément, la personne, elle est beaucoup plus à même de lire le mail, de cliquer dessus, vu qu'elle se dit c'est vrai, il y a un abonnement à ce CRM-là. À la fin du mois, il n'est plus d'actualité. Donc voilà, il faut que je continue. Elle va cliquer sur le lien et se faire piéger de cette façon-là. C'est notamment aussi beaucoup utilisé sur LinkedIn via les messages privés. Troisième type d'arnaque au phishing, c'est l'arnaque au président. Ça se fait souvent pendant les congés quand justement le président d'entreprise n'est pas là. L'arnaque au président, ça va être quoi? Ça va être qu'une personne va se faire passer pour quelqu'un d'entreprise ou un fournisseur ou un client ou autre et envoyer un message à un collaborateur qui lui demande de réaliser une action et le collaborateur, en faisant confiance à la dite personne, va réaliser l'action. Donc soit derrière, c'est avoir donc, le numéro de carte bancaire, avoir un virement ou avoir donc un ransomware et exploiter les données. Par rapport à justement cette partie concernant l'arnaque au président, la DGCCRF a récemment publié également un article qu'on vous partagera également sur le fait justement que cette arnaque au président est de plus en plus fréquente. On en entend parler de manière un petit peu assez épisodique, mais en ce moment, on entend parler pourquoi, comme l'a dit Loïc, sur la partie, on arrive dans les congés de fin d'année, et également pour jouer sur l'effet de surprise et puis sur le fait qu'il faut absolument que tel ou tel virement soit fait dans un délai très court, parce que sinon, l'abonnement va s'arrêter ou bien la commande ne sera pas livrée. Donc, moi, je sais que c'est déjà arrivé dans une société dans laquelle j'étais il y a quelques années, où malheureusement, la toute jeune comptable qui avait intégré la société peu de temps avant s'est retrouvée avec quelqu'un au téléphone qui se faisait passer pour un fournisseur et demandait de faire un virement de tant et tant de milliers d'euros pour pouvoir honorer une commande. Malheureusement, les responsables n'étaient pas là, la personne a eu très peur et a fait ce virement. Vous comprenez qu'elle n'est pas restée dans la société longtemps parce que malheureusement, ça s'est très mal passé. Donc, c'est souvent sur le côté effet de surprise et puis sur vraiment le côté urgence que les personnes sont trompées également. Merci. On a également après un autre type, donc ça c'est le S-Mishing, si je prononce bien. Il y a aussi ça par vidéo. Donc c'est les ransomware qui sont envoyés via un SMS ou même via WhatsApp maintenant, ou via Snapchat, Instagram, etc. On a également donc d'autres ransomware, et là on va parler plus sur les ransomware qui concernent des failles de sécurité. Donc on a, là j'ai mis donc, les 4 ransomware les plus connus, PETA, WannaCry, NotPETA également, et Loki. Alors Loki, donc ça en effet, c'est du phishing, mais par exemple WannaCry, ça reste vraiment sur une faille de Windows, et Microsoft, donc ils ont publié le correctif assez rapidement, mais vu que les personnes n'ont pas forcément fait de mise à jour, ça permet à WannaCry de se développer très rapidement. Il y a aussi d'autres ransomware, notamment Maze, ransomware qui s'appelle Sopra,
bizarrement comme d'autres sociétés. Bon, un ransomware s'appelle Jigsaw, qui est d'ailleurs assez marrant, mais qui reprend la forme en fait du personnage du film de Saw en apparent une apparition à l'écran. Il faut aussi faire la distinction entre les groupes de hackers et les ransomware. Par exemple, le ransomware Maze, de base, donc c'était un ransomware et un groupe. Ransomware qui appartenait du coup au groupe Maze. Le groupe Maze a décidé il y a un mois et demi, d'arrêter ses fonctions et le ransomware Maze a été repris par un autre groupe de hackers pour l'utiliser. Il y a aussi des groupes de hackers qui utilisent les ransomware pour, bien évidemment, avoir donc une rançon et de l'argent. Cependant, cette rançon-là, ils vont l'utiliser pour faire des dons à des associations, par exemple. Ça reste toujours des hackers et toujours du vol et de la cybercriminalité, mais c'est à noter. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à intervenir. Ici, c'est donc la dernière slide sur cette partie. C'est pas spécifiquement des ransomware, mais c'est quand même à bien préciser. La première, c'est la hausse du des cryptojacking, où un hacker donc, il va miner de la crypto-monnaie sur votre machine sans votre consentement. C'est-à-dire qu'il va s'incruster dans la machine, il va utiliser donc, votre RAM, les composants de la machine, pour se faire de l'argent dessus. Vous, il n'y a pas forcément beaucoup d'impact réel, sauf que ça va baisser fortement les performances de la machine. Et on note quand même une hausse de plus 4800% des attaques au premier trimestre 2020. Ça s'explique notamment par la hausse de nouveau qu'il y a eu récemment du cours des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin qui est passé à 15 000 dollars et qui était à 10 000 en début d'année, qui était même tombé à 7 000 à un moment. Et après, la deuxième type d'attaque, c'est la hausse donc, du chantage pornographique. C'est-à-dire qu'un hacker, il va prendre une base de données avec des mails et il va envoyer le même mail à des milliers de personnes. Et le mail dit que bonjour, je vous ai hacké votre ordinateur, j'ai eu accès à votre historique web et à votre webcam. Et je sais que vous êtes allé sur un site pornographique, j'ai filmé avec votre webcam, je sais tout, et je peux donc diffuser cette vidéo-là via, sauf si donc, vous me donnez une rançon. Sachant que 90% du temps, voire plus, les hackers n'ont jamais eu l'accès à la webcam ni à l'historique de la personne. C'est juste que vu que c'est une pratique qui est courante et qui est intime, les personnes donc, mordent à l'hameçon et payent la rançon pour éviter d'avoir ce type d'image-là sur Internet. Toujours sur la peur et sur, oui, toujours jouer sur ce type-là. Exactement. C'est ça, de toujours jouer. Et puis après, c'est également jouer sur un grand volume de mails. Parce que même si derrière, ils envoient des, je sais pas, par exemple, 1000 mails, si on n'a que 10 qui demandent à l'hameçon, 10 personnes qui demandent à l'hameçon avec une rançon à 100 €, ça fait déjà 1000 € dans la poche du hacker. Voilà. Même s'il y a un taux de rendement faible, au final, c'est assez notable. Maintenant, comment vous protéger, c'est la partie la plus importante, se protéger en amont. Avoir un ransomware, faut éviter. On parlera après de qu'est-ce qu'il faut faire si malheureusement ça arrive. Mais déjà, quoi faire en amont et sur donc, deux parties, sachant qu'il y a deux types de ransomware. La première, c'est comment protéger notamment au niveau du phishing et de former donc, les personnels et les collaborateurs. Et la deuxième, c'est au niveau software. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut savoir que le facteur humain, c'est la première cause d'attaque. Il y a 83% des professionnels donc, qui estiment que les erreurs des administrateurs constituent une menace pour l'entreprise. 80% ils craignent que les utilisateurs ne respectent pas les consignes de sécurité. Et voilà, là, il y a 63% des organisations qui ont déjà pâti
d'une erreur humaine. Et les administrateurs ont mis des jours avant de signaler l'attaque, peut-être par peur de la répréhension de l'entreprise ou autre, ça, je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même des chiffres qui sont assez alarmants et assez inquiétants. Il y a eu récemment le premier confinement et actuellement le deuxième, qui a fait une hausse du télétravail. Et cette hausse du télétravail, elle a aussi impliqué donc, une hausse des cyberattaques. Pourquoi Il y a eu donc premièrement, c'est que selon donc, les études, la moitié des utilisateurs ils sont relâchés la vigilance quand ils sont à la maison en télétravail, notamment parce qu'il y a une distinction entre la vie privée et la vie professionnelle qui est un peu altérée. Les personnes ils peuvent facilement travailler la journée, puis quand ils ont fini les horaires du bureau à 18h, bah, au final, rester sur l'ordinateur du, du travail et aller rapidement donc, derrière sur du personnel. Souvent, ils utilisent même leur ordinateur personnel, donc s'ils n'ont pas d'ordinateur prêté par l'entreprise. Et il y a aussi un souci donc, du shadow IT, je parlerai dans la slide suivante. Et après, il y a l'exploitation de la peur, où il y a eu beaucoup de stress engendré par toute cette pandémie, qui fait que les personnes se sont beaucoup alertées, se sont beaucoup informées, et il y a eu beaucoup de cyberattaques liées en fait au Covid. On a vu en mars une augmentation du nombre de noms de domaines qui ont été achetés portant le titre Covid. Il y a eu des attaques de phishing avec le Covid, notamment avec les masques, avec des gants, avec le fait d'avoir des tests PCR et de pouvoir se faire tester, etc. Et ils jouaient là-dessus pour après, derrière, soit avoir le numéro de carte bancaire ou derrière demander une rançon. Quelques règles maintenant et choses concrètes que vous pouvez mettre en place, que ce soit pour vos collaborateurs ou pour vos clients, c'est avant tout de la prévention et de la formation. Dans un premier temps, ça va être donc de mettre en place une charte utilisateur sur l'utilisation des outils informatiques, donc préciser ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Des chartes d'utilisation, il y a beaucoup d'exemples sur Internet, des chartes un peu toutes prêtes, vous pouvez réutiliser. Et ça permet déjà d'avoir une base solide et de bien préciser les go et les no-go, et notamment de mentionner le Shadow IT. Le Shadow IT, pour dire la définition que je vais dire exactement, donc c'est l'ensemble des systèmes d'information et de communication mis en œuvre sans approbation de la DSI au sein d'une entreprise. C'est-à-dire, par exemple, un utilisateur, un collaborateur, va télécharger une application qui n'a pas été approuvée derrière par l'entreprise. Dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de faire une liste en amont que vous mettez dans la charte utilisateur avec les logiciels que les personnes ont le droit d'utiliser. Et s'ils veulent un autre logiciel, c'est de demander l'approbation avant. Comme ça, vous pouvez les rajouter sur la liste. Et tenir une liste à jour, ça va aussi permettre de voir plus facilement s'il y a une faille de sécurité dans un ou l'autre logiciel, et donc de dire à l'équipe ou à vos clients, il y a donc une faille de sécurité sur ce logiciel ici. Voilà, faites la mise à jour au plus vite. Après, c'est effectuer donc des formations sur les règles en télétravail, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Là également, il y a plusieurs vidéos qui ont été mises en ligne sur Internet pour vous aider. Il y a aussi un guide de la CNIL. Tout ça, on vous mettra les liens dans le replay qui vous sera envoyé directement via la plateforme de GoToWebinar dans la journée de demain. Après, c'est d'effectuer des formations pour apprendre à détecter un phishing. Je vais en parler un peu plus loin. Et tester régulièrement votre équipe ou vos clients. Et pour cela, il existe de nombreux quiz en ligne.
que j'ai mis dans les slides suivantes. Justement, comment détecter un email contenant un ransomware. Là, donc, j'ai mis un exemple d'un ancien webinaire qu'on avait réalisé. Donc, vous avez dans un premier temps donc, le mail qui vous a été donc, envoyé, donc c'est l'image en haut à droite. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur la personne pour voir si l'adresse est la bonne, si ça correspond bien, s'il n'y a pas marqué par exemple un kiwi-backup.fr ou une faute sur kiwi, oublier un i, etc. Voir que c'est vraiment quelque chose de vérifié. La deuxième chose également à tracer, c'est de regarder, donc avant de cliquer sur un lien, l'URL que vous avez en bas, voir si c'est une URL qui pointe vraiment sur le site en question. Et la troisième chose, donc quand vous allez sur le site, là en l'occurrence, vous le voyez donc en haut à gauche pour vous inscrire au webinaire. Avec logiquement tous passer par ce lien-là. Pour remplir le formulaire et donc mettre vos données personnelles, vous assurez qu'il y a un petit cadenas qui permet d'être sûr que le site soit bon. Et également, un autre conseil, si vous n'êtes pas sûr, que ce soit, je pense notamment pour les mails des impôts, de la CAF ou de votre banque, ou même des mails des fournisseurs d'accès Internet ou des hébergeurs, etc., qui vous demandent des informations ou autres, ne cliquez pas sur le lien, mais allez directement sur votre espace via le lien Internet donc, que vous tapez sur la barre de recherche, vous vous connectez, et logiquement, vous aurez le même message en copie sur votre espace client. Et si le message n'est pas là, c'est que c'était un mail de phishing, vous savez bien. Ici, alors ça sera mis dans le mail de replay où je vous donnerai le document, c'est dédié à chaque fois donc cliquable, où vous avez donc plusieurs tests et quiz sur le phishing. Pour ça, donc les tests et les quiz, on en poste régulièrement sur notre page LinkedIn. N'hésitez pas notamment à nous suivre, et ça permet de s'entraîner avec des quiz qui sont souvent assez ludiques. Des fois c'est compliqué, notamment le test de Google, où personnellement je n'ai pas eu tout juste du tout. Il est très, très poussé. Ce que je n'ai pas notamment dit avant pour les phishing ou autres et sur la prévention, c'est de dire à vos collaborateurs de mettre en place un questionnaire de mots de passe pour ne pas mettre le même mot de passe partout sur l'ensemble des sites internet. Et un questionnaire de mots de passe, ça permet d'avoir un mot de passe maître qui est très bien sécurisé. Et les autres mots de passe, ils n'ont pas forcément besoin de les retenir. Et donc, on peut avoir des mots de passe qui font 12, 16 ou même 24 caractères qui se remplissent automatiquement. Ils se remplissent une sécurité. Il y a notamment Dashlane qui est connu comme gestionnaire de mots de passe ou encore LastPass. J'aurais une petite question, savoir un petit peu justement par rapport à tous ces tests, à tous ces jeux, savoir où il y a par exemple ces doubles authentifications. Est-ce que vous, au sein de vos structures ou auprès de vos clients, vous avez déjà été amené à faire des tests de ce type-là? Est-ce que vous avez déjà un peu favorisé ce type de test au sein des établissements? Je ne sais pas si vous voulez partager cette information avec nous. Alors, j'ai notamment donc, Sébastien qui me dit que Bitwarden est top, donc je pense que c'est un gestionnaire de mots de passe. Je ne connaissais pas, mais du coup, D'accord, ok, merci. Donc, n'hésitez voilà. pas à nous faire part également de votre propre expérience. C'est toujours intéressant. Magnifique. Donc voilà, là on me dit du coup pas encore en commentaire. Donc Oui. voilà, n'hésitez pas à nous mail de replay, vous auriez donc des tests. Et il y a Sébastien toujours qui vous dit que. Et les prises de conscience de quel type? Donc, du coup, par des types ou bien par des sessions de formation? D'accord, très bien. Ok, donc c'est de la formation. Sous forme de jeu, peut-être? Non?
D'accord. Je dis plus rien. Laissez le temps à Sébastien d'écrire. Même chez Mac aujourd'hui. D'accord. C'est de la précision. Question, discussion. Donc, il y a également ce que j'ai mis, ce que je vous invite à faire, c'est de réaliser une cyberveille qui peut être très, très rapide. Il y a notamment des outils comme Fishly qui permet d'avoir un flux RSS et de lister donc, tous les liens. Je vais les lister très rapidement. Il y a Zataz avec Daniel Bancal qui est un site donc, qui est vraiment très bien avec des très bonnes informations et il fait aussi une émission Twitch. Si jamais certains d'entre vous connaissent Twitch ou sont dans le milieu un peu du gaming, il fait une émission donc, le dimanche après-midi où il parle de cybersécurité assez poussée, c'est assez interactif. L'émission elle est disponible en replay. Et de temps en temps également, la semaine, il parle d'actualité autour donc, de la cybersécurité, souvent en jouant à un jeu vidéo en même temps. Donc ça permet d'être un peu plus interactif et d'être un peu plus sympa à regarder. Après, j'ai mis le lien vers les webinaires de Kaspersky, qui sont assez sympas. Deux autres blogs, Global Security Mag et ZDNet, et deux informations au niveau national du gouvernement, donc c'est Cybermalveillance et l'ANSSI, notamment Cybermalveillance qui note les différentes failles de sécurité et les mises à jour à faire. Alors, je ne vais pas avancer parce qu'il reste 8 minutes. Je vais me permettre d'aller un peu plus rapidement. Pour finir sur vraiment l'aspect humain, il faut savoir que la formation à la détection de phishing, elle s'estompe après 6 mois. Il y a une étude qui dit que c'est seulement au bout de 4 mois qu'ils arrivent vraiment à détecter des mecs de phishing. Donc, il faut faire ça très régulièrement, envoyer régulièrement donc, des informations, des quiz, des webinaires, etc. Et que la vidéo et la formation interactive, notamment les webinaires, c'est ce qui marche le mieux pour former les équipes et que ça soit mieux assimilé. Après, il peut y avoir d'autres moyens, comme par exemple, il y a des jeux un petit peu plus interactifs, tout ce qui est escape game, qui se développe également, les serious games, ou également des jeux de cartes qui sont proposés par certaines structures qui peuvent aussi intéresser peut-être un peu plus les utilisateurs, de manière plus proactive, on va dire. D'accord. Maintenant, le deuxième partie, après l'aspect humain, notamment avec les phishing, c'est le parc informatique. C'est la deuxième partie des ransomware. C'est au niveau des failles de sécurité. Donc, pour ça, quelques conseils simples. Sécuriser votre messagerie électronique. Installer un logiciel d'anti-phishing et d'antivirus. Et mettez à jour vos applications dès que vous le demandez. C'est vraiment important parce que c'est là que les ransomware, que les personnes arrivent à s'introduire dans le système et à mettre le ransomware. Et ce que j'ai dit précédemment, donc changer régulièrement vos mots de passe. Ça peut être avec un gestionnaire de mots de passe et appliquer l'authentification double facteur, que ce soit via un QR code sur votre téléphone, un SMS ou encore pas mal de choses. Même maintenant, ils font aussi le double facteur avec une clé USB que vous mettez en plus sur votre ordinateur et ça permet d'avoir une clé sécurité à la place du. La quatrième avant-dernière partie, c'est malheureusement, vous avez été attaqué. Ça arrive, comme on l'a vu dans les statistiques, il y a beaucoup d'entreprises qui sont attaquées. Comment réagir? Première chose, ne pas payer. Pourquoi ne pas payer? Alors je sais que c'est des fois un peu compliqué de lire ça, notamment quand vous avez un artisan qui a l'ensemble de ses données
crypté et qui se dit soit je paye, soit au final ben, je ferme mon activité parce que j'ai plus rien. Mais le fait de payer, ça ne vous garantit pas que vos fichiers seront restaurés. Le hacker, il peut se dire ben non, j'ai pas envie de mettre, lui donner les données. Ou il peut également se dire ok, là du coup je lui redonne donc, ces données, mais très bien après, le lendemain, de nouveau, avoir accès à l'ordinateur et recréer les données. Et le fait de payer, ça alimente également le cybercrime. Ça invite les hackers à refaire des ransomware pour de nouveau avoir des rançons. Dernière info là-dessus, et c'est assez récent, mais aux États-Unis, quand vous avez donc, payé la rançon, le Trésor américain vous traite comme collaborateur, comme complice du cybercrime. Pour le moment, c'est que aux États-Unis, mais peut-être qu'un jour, ça arrivera en France. En cas d'attaque, c'est notamment donc, déconnecter les appareils du réseau en les laissant donc sous tension. Pourquoi les laisser sous tension? C'est pour éviter de perdre d'éventuelles preuves et notamment que le virus qui peut se propager lors du redémarrage du poste. Après, c'est d'enlever les disques externes de l'appareil et de repérer la machine source pour l'isoler du reste du parc informatique. Autre chose à faire, et ce que je conseille le plus, ben, c'est de voir s'il existe une clé de déchiffrement du ransomware. Il y a notamment donc, c'est Kaspersky qui a mis en ligne un site internet avec plusieurs ransomware où vous avez donc des clés de déchiffrement. Malheureusement, les ransomware les plus connus, WannaCry, MES, Beta, etc., ne sont pas dedans. Donc voilà, mais toujours bien de regarder avant si vous pouvez vous-même avoir la clé sans devoir payer la rançon derrière. Porter plainte, ce que ça nous invite à faire. Énormément de personnes ne portent pas plainte et ça ne facilite pas les choses. Pourquoi les gens ne portent pas plainte? Parce qu'ils n'ont pas forcément envie que leur entreprise soit catégorisée comme une entreprise qui a eu un ransomware. Les entreprises ont aussi peur d'être considérées comme responsables, alors que pas forcément, ce n'est pas le but de la police quand vous portez plainte. Le but, c'est vraiment après de pouvoir retracer ce que le hacker a fait et démanteler le réseau pour que ça n'arrive plus à d'autres personnes. Et enfin, c'est de déclarer à la CNIL. C'est obligatoire avec le RGPD, notamment donc dans un délai de 72 heures, si possible, à la suite de la constatation de la violation. C'est assez marrant comme information quand on dit qu'il faut déclarer donc, sous 72 heures, alors qu'on a vu un peu plus haut que les cyberattaques sont détectées en moyenne 167 jours après l'intrusion. Donc entre 72 heures, le délai donc, demandé, et 167 jours, il y a quand même un gros décalage. Vous pouvez également le faire au-dessus de 72 heures, mais il faut justifier donc, les motifs de retard. Et mettre à chaque fois, donc, donner à la CNIL des informations complémentaires sur l'attaque. Déjà, c'est obligatoire, et de deux, ça permettra aussi à la CNIL, comme en porter plainte, de détecter et puis de mieux déceler les attaques, de faire aussi des statistiques et d'aider un petit peu tout le monde sur les ransomware. Après, je pense que les 167 jours dont tu avais parlé tout à l'heure, je pense que c'est le moment où effectivement une entreprise ou bien un DSI se rend compte qu'effectivement il y a un souci, il y a eu une attaque. Après, à partir du moment où vraiment il y a eu constatation de cette attaque, il y a les 72 heures. Et c'est vrai que c'est pour ça que qu'il est notamment très important d'avoir un historique. On va en parler maintenant sur la partie sauvegarde, mais justement le fait d'avoir un historique, ça permet quand même de remonter sur des données assez anciennes. En effet. Donc, sur la partie, donc, la dernière partie, je vais laisser plus la main donc, à
Stéphanie pour développer sur la sauvegarde. Très bien. Donc justement, on va voir ensemble comment est-ce que la sauvegarde de données, comme on a souvent dit, hein, c'est une assurance vie sur les données, notamment en cas de ransomware ou de tout ce qui est perte de données. On va regarder ça ensemble. Donc si tu veux bien passer au slide suivant, Loïc. Donc, sauvegarder, voilà, donc c'est la seule méthode fiable pour récupérer les données quand il est trop tard, c'est-à-dire quand on a eu l'ensemble des données, par exemple, sont chiffrées. Il faut bien pouvoir remonter en arrière et récupérer des données qui sont saines. Donc là, on a mis un tableau, vous pourrez encore étudier un petit ultérieurement, mais qui présente quelques systèmes de sauvegarde qui ont été comparés. Des solutions qui sont locales, clé USB, disque dur externe, serveur NAS, des bandes. Donc là, ce sont des solutions qui, à partir du moment où elles sont, qui sont manuelles, à partir du moment où elles sont connectées au réseau, elles sont susceptibles également d'être chiffrées. Donc déjà, ce sont des sauvegardes qui sont manuelles, on ne va pas forcément y penser tous les jours. Il n'y a pas forcément une externalisation non plus qui va se faire et pas dans des bonnes conditions. Donc ensuite, tout ce qui est sauvegarde externalisée. Sauvegarde externalisée, on a les solutions de type cloud, la solution externalisée online, et tout ce qui est FTP, sachant que le FTP, ce sont des copies. En fait, on va simplement transférer les données, ce soit même si c'est avec un logiciel qui le permet, mais on va transférer des données, on va les copier. Donc, il n'y a pas d'historique sur ce type de données. Donc, en cas de ransomware, la dernière version, on va dire, qui a été sauvegardée, peut malheureusement être la version qui a été chiffrée. Il y a Sébastien qui demande si ça existe encore les bandes. Apparemment, oui. Je sais que de temps en temps, je me suis aussi déjà posé la question, mais c'est quand même intéressant d'en parler parce que de temps en temps, j'ai des personnes qui me disent qu'ils utilisent encore des bandes. Oui. Donc, oui, c'est assez surprise. Ce n'est pas la majorité, mais oui. Élément aussi qui est très très important, et notamment sur la partie sauvegarde de données de santé, c'est qu'il y a une réglementation très spécifique qui régit ce type de données. Vous n'êtes pas sans savoir que toutes les données de santé doivent être externalisées auprès d'un éditeur, via un éditeur qui est certifié HDS, et l'hébergement doit également être certifié HDS. Tout ceci pour répondre aux exigences de la CNIL sur la réglementation justement des données de santé. Donc, pour rappel, Kiwi est certifié depuis le début d'année sur les activités 3, 4, 5, 6, sachant que OVH avec qui on travaille est sur la partie, les 2 premières activités. Il y a le Sébastien qui demande si c'est des bandes ou des RDX. Alors... Là, c'était les bandes. Oui. RDX, je n'entends pas trop parler. Je ne sais pas si les autres personnes qui sont avec nous aujourd'hui connectées utilisent les bandes ou bien les RDX. Je ne sais pas s'il y en a qui le mettent en place chez eux, bien auprès de leurs clients. Si on peut avoir un retour ou des informations sur ce sujet. En attendant, donc, on va voir comment Kiwi peut répondre aux besoins de sauvegarde des données. Tout d'abord d'un point de vue sécurité, parce que bien sûr l'hébergement est en France, tout aussi bien pour les données classiques que pour les données de santé. Donc on répond entièrement à la partie RGPD et notamment aux collectivités qui ont besoin de sécuriser leurs données sur des serveurs qui sont français. Le chiffrement bien sûr des données pendant le transfert et au niveau du stockage. L'historique de 90 jours, donc là, qui est très important lorsque l'on parle de données qui ont été chiffrées, enfin, de données qui ont été cryptées, pardon, via un cryptovirus. Hein. Ça permet de remonter sur des données telles qu'elles étaient à une date ultérieure et des données qui sont saines, bien sûr. Et également, donc, bien sûr, c'est une solution qui est conforme au RGPD. Ensuite, simplicité tout aussi bien au niveau de l'utilisation, dans la mesure où les sauvegardes sont automatiques, au niveau de la mise en place. Donc là, soit la sauvegarde est mise en place directement par un partenaire, soit pour les clients finaux, vous avez la possibilité d'avoir accès à l'interface utilisateur pour mettre à jour le paramétrage de la sauvegarde
ou également faire des restaurations en local. Et bien sûr, en fonction de votre besoin, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un gain de temps, tout simplement parce que le paramétrage est intuitif. Les interfaces d'administration et l'interface utilisateur sont très faciles d'utilisation. Il n'y a pas de ralentissement de l'activité pendant la sauvegarde. Donc la sauvegarde est toujours complète pour la première et ensuite on transfère que les éléments qui ont été modifiés dans la mesure où on travaille en incremental block. Donc, oui, pardon, excuse-moi. oui, moi je disais juste que sur le chat, donc il y a Vincent qui me dit que dans son entreprise, il utilise encore donc, du RDX. Ah oui, je n'avais pas vu, d'accord. Et Sébastien qui précise, est totalement d'accord, que pour les sauvegardes, il faut retirer le facteur humain et donc permettre justement d'automatiser les sauvegardes pour qu'elles se fassent notamment comme Kimi, quotidiennement et que le collaborateur n'a plus rien à faire une fois que la sauvegarde est paramétrée. Oui, tout à fait, oui. Que tout se fasse de manière automatique. Je vois effectivement donc Monsieur Brasseur qui nous demande si effectivement l'historique de 90 jours. Oui, par défaut, on propose un historique de 90 jours qui n'est pas configurable sur la base, enfin sur notre plateforme mutualisée, mais qu'il est par contre sur des solutions de type dédié, solutions dédiées. Donc, on va voir comment donc Tibi répond également donc aux autres besoins de maîtrise du budget, d'accompagnement. Maîtrise du budget, pourquoi? Parce qu'on travaille sous forme de paliers qui sont évolutifs. Donc chaque palier correspond à un abonnement mensuel, ce qui fait que le partenaire, le client, sait quel est le montant justement de cet abonnement mensuel. Il n'y a pas de frais d'installation ou bien de tarification au nombre de postes qui sont installés, dans la mesure où c'est illimité. Et bien sûr, un accompagnement, un suivi tout aussi bien au niveau de la partie technique, avec un support qui est accessible par téléphone et par mail. Et ensuite, un accompagnement tout aussi bien au niveau commercial que d'un point de vue marketing pour sensibiliser justement ses clients ou ses collaborateurs dans sa structure. Ensuite, on a souhaité vous montrer quelques interfaces, donc notamment l'interface utilisateur dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous voyez tout simplement là sur cet écran que le paramétrage se fait de manière très, très intuitive. C'est-à-dire que sur la partie gauche de l'écran, on a le disque qui s'affiche. On va tout simplement sélectionner le dossier que l'on souhaite sauvegarder, qui va automatiquement s'implanter sur la partie droite, dossier à sauvegarder. Éventuellement, on a la possibilité d'exclure certains dossiers ou d'exclure certaines extensions que l'on ne souhaite pas intégrer à la sauvegarde, de choisir le moment de la sauvegarde, l'heure, et donc tous les jours, à l'heure qui est planifiée, la sauvegarde va se lancer automatiquement. Et dès qu'une sauvegarde est finalisée, un mail est transmis à l'administrateur, à l'utilisateur, pour indiquer si cette dernière s'est bien passée. Donc l'interface de restauration est un peu sur le même modèle. C'est-à-dire qu'on a les différents jours pour lesquels une sauvegarde a été faite. On va sélectionner tout simplement le jour où on souhaite faire la restauration. On sélectionne également l'endroit où on souhaite faire la restauration et ensuite les données remontent sur le poste directement. Quelques copies d'écran également de l'interface d'administration avec le tableau de bord qui permet donc vraiment de synthétiser l'ensemble des machines qui sont couvertes par le contrat, de visualiser également les volumes qui sont utilisés par machine et par contrat également, et quelques exemples de notifications de mail où vous voyez qu'on utilise toujours un code couleur pour indiquer en vert, la sauvegarde s'est bien passée, tout va bien, en rouge, il y a un problème, la sauvegarde n'a pas pu se faire, donc du coup, il faut contacter son administrateur pour voir ce qui s'est passé. Alors, Sébastien Paul nous demande si on a mis en place pour les NAS. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur une version qui va s'installer directement sur les NAS. Non, pas du tout, non. Donc aujourd'hui, on travaille dessus, on est encore au niveau des tests en interne. Je sais que c'est un sujet c'est un point qui est assez attendu. Donc, on a déjà un peu interrogé différentes personnes pour savoir quels sont les types de Synology ou de QNAP qui sont déployés dans les structures.
Donc là, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail pour nous dire, bah voilà, c'est tel et tel modèle, pour que nous puissions se coller aux besoins actuels. Oui, c'est prévu. Ouais. Aujourd'hui, par contre, juste pour préciser, aujourd'hui, on a les possibilités de sauvegarder des données qui se trouvent sur un support externe, un NAS ou un QNAP, en montant un disque directement sur l'interface utilisateur. Il faut effectivement passer par un poste, mais aujourd'hui, c'est possible. Très bien. Donc, nous avons fini, nous, de cette visioconférence. Je ne sais pas si vous avez pardon, des questions, si vous souhaitez que l'on revienne sur l'un ou l'autre point, si vous voulez nous faire part aussi, comme j'ai dit précédemment, de votre propre expérience, de donner peut-être des informations que vous voulez partager. Peut être très, très intéressant d'avoir votre retour. Donc, on va vous laisser éventuellement réfléchir quelques instants pour voir si vous voulez bien partager ces éléments. Et en parallèle, comme nous l'avons déjà dit au début, puis Loïc l'a indiqué, on va vous faire parvenir d'ici demain le mail avec le replay, et vous aurez également quelques liens d'articles qu'il est intéressant de consulter, avec notamment le guide dont on a parlé tout à l'heure pour les collectivités. C'est toujours des kits de sensibilisation qui sont mis à disposition. C'est toujours très intéressant d'avoir ça sous la main. Et ça permet aussi, alors, quand on souhaite sensibiliser tout aussi bien ses clients que ses collaborateurs, d'avoir aussi des exemples, des statistiques qui permettent d'illustrer ses propos aussi. Donc, j'ai pas d'autres retours de. Là, voilà, j'ai un retour de William qui me remercie pour la présentation, donc très claire. Donc, merci à vous d'avoir participé également à cette présentation-là. À la fin du webinaire, vous aurez également un petit sondage avec 3 petites questions pour nous dire ce que vous avez le plus pensé par rapport à la présentation. Donc, si vous avez juste 1 ou 2 minutes pour y répondre, ça nous permettra d'évoluer à chaque fois pour les futurs et notamment pour les webinaires de 2021. Tout à fait. Ok. Ben donc, nous, on va clôturer la présentation. Je vous souhaite encore à tous de très belles fêtes de fin d'année qui se passent dans des conditions un peu spéciales, mais profitez-en quand même bien tous. Et en attendant, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous renseigner si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit. Bonne continuation à vous et à bientôt. Merci.